Chapitre 1, La vie parfaite. Malcolm O avait toujours cru au rêve américain et, à 42 ans, il semblait le vivre pleinement. Mesurant 1,88 mètres, ses yeux gris acier perçants, capable de déchiffrer une affaire de l'autre côté de la pièce, Malcolm avait bâti son empire de la construction avec rien de plus qu'un pick-up et une volonté inébranlable. Le secteur de la construction de haut dominait désormais le Nord-Ouest Pacifique, sa réputation de livrer des projets dans les délais et les budgets impartis faisant de lui l'entrepreneur de référence pour les grands projets. Sa femme, Catherine Jones O, était tout ce qu'un homme prospère pouvait désirer, du moins en apparence. À 38 ans, elle possédait cette beauté raffinée qui faisait tourner les têtes à Charity Galas, avec ses cheveux auburn qui reflétaient parfaitement la lumière et son sourire qui avait autrefois fait chavirer le cœur de Malcolm. Ils s'étaient rencontrés 12 ans plus tôt, alors qu'elle travaillait comme décoratrice d'intérieur pour l'un de ses projets résidentiels haut de gamme. L'alchimie avait été immédiate, leur relation passionnée et leur mariage apparemment parfait. Leur fille, Annie Gardner O, avait 15 ans, était brillante, observatrice et la prunelle des yeux de Malcolm. Elle avait hérité de son esprit analytique grâce à Catherine. Pourtant, ces derniers temps, Malcolm avait remarqué une distance dans son comportement qu'il avait du mal à cerner. La sœur de Catherine, Judith Britton, rendait souvent visite à leur vaste maison dans les collines près de Seattle. De 2 ans sa cadette, Judith n'avait jamais vraiment trouvé ses marques dans la vie. Elle avait emménagé chez eux 6 mois plus tôt après une autre relation ratée, prétextant avoir besoin de temps pour faire le point. Malcolm avait accepté, même si la présence de Judith l'avait toujours mis mal à l'aise. Les failles dans la vie parfaite de Malcolm avaient commencé par de petites fissures. Les appels téléphoniques tard le soir de Catherine, auxquels elle mettait fin précipitamment dès son entrée. Son intérêt soudain pour les cours de yoga qui semblaient s'allonger chaque semaine. Sa façon de se doucher dès son retour, comme pour effacer les traces de son passage. Malcolm n'était pas idiot. 25 ans dans la construction lui avaient appris à repérer les faiblesses structurelles avant qu'elles ne fassent s'écrouler tout le bâtiment. Mais il était méthodique et patient. Il avait appris depuis longtemps que la meilleure vengeance est froide, et il devait savoir exactement à quoi il avait affaire avant d'agir. La randonnée familiale était l'idée de Catherine, une escapade d'un week-end au Mont-René pour se retrouver en famille. Malcolm s'était méfié, mais avait joué le jeu. Il avait remarqué comment Catherine et Judith échangeaient des regards quand elles pensaient qu'ils ne regardaient pas, comment elles chuchotaient des conversations qui cessaient dès que lui ou Annie s'approchaient. Alors qu'il gravissait les routes sinueuses de montagne ce samedi matin, l'instinct de Malcolm lui criait au danger. Mais il était curieux maintenant, désireux de voir jusqu'où ils iraient, ce qu'ils préparaient vraiment. Annie était assise sur la banquette arrière, inhabituellement silencieuse, son téléphone serré dans ses mains, regardant par la fenêtre. « Ce sera génial », dit Catherine d'une voix qui portait cette clarté forcée dont Malcolm avait appris à se méfier. Comme au bon vieux temps, avant que tout ne devienne si compliqué. Judith hocha la tête avec enthousiasme depuis le siège passager. J'ai trouvé ce sentier incroyable en ligne. Il offre des vues incroyables et il n'est pas trop fréquenté. Parfait pour des photos de famille. Les mains de Malcolm se crispèrent sur le volant. Dans son rétroviseur, il croisa le regard d'Annie. L'espace d'un instant, il y vit quelque chose. De la peur, peut-être, ou un avertissement. Mais lorsqu'il regarda à nouveau, elle était de nouveau fixée par la fenêtre. Ils atteignirent le début du sentier vers midi. L'air de fin septembre était vif, annonçant l'automne. Le sentier que Judith avait choisi était effectivement isolé, serpentant à travers une forêt dense avant de déboucher sur des affleurements rocheux offrant des vues spectaculaires sur la vallée en contrebas. Tout au long de leur randonnée, Malcolm se surprit à répertorier les voies d'évacuation, notant le terrain, les dénivelés, l'isolement de leur emplacement. De vieilles habitudes de l'époque militaire peut-être, mais des habitudes qu'il avait maintenues en vie et lui avaient permis de réussir. Malcolm, pourquoi n'iriez-vous pas avec Annie jusqu'à ce belvédère ? Suggéra Catherine lorsqu'ils atteignirent une bifurcation. Judith et moi, on se retrouve dans quelques minutes. Je veux prendre quelques photos des fleurs sauvages là-bas. C'était une demande raisonnable, mais Malcolm était tout de suite persuadé qu'il était au piège. Malgré tout, il était curieux de voir leur fin. Il hocha la tête et continua le sentier avec Annie, remarquant le ralentissement du pas de sa fille, ses regards incessants vers sa mère et sa tante. Le point de vue était à couper le souffle, une corniche rocheuse qui surplombait un ravin jonché de rochers, au-dessus d'une chute de 30 mètres. Malcolm avait vu suffisamment d'accidents de chantier pour savoir qu'une chute de cette hauteur serait fatale. Il se positionna prudemment,
gardant un nid derrière lui lorsqu'il entendit Catherine et Judith approcher. La vue est incroyable et si haut, leur lança-t-il, sa voix portant aisément dans l'air raréfié de la montagne. C'est alors que cela se produisit. Catherine et Judith émergèrent ensemble de la lisière des arbres, avançant avec une détermination qui glaça Malcolm jusqu'aux os. Elles abandonnèrent leur sac de randonnée et leurs visages affichèrent une expression qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Froide, calculatrice, sans pitié. « Je suis désolé qu'il en soit ainsi », dit Catherine d'une voix dénuée de la chaleur qu'il avait autrefois attirée vers elle. Avant que Malcolm ne puisse réagir, les deux femmes se précipitèrent en avant avec une coordination surprenante. Catherine le percuta violemment dans le dos tandis que Judith visait à nier. Soudain, elles furent projetées dans les airs, tombant dans l'espace, les rochers se précipitant à leur rencontre. La dernière pensée cohérente de Malcolm avant l'impact fut qu'il les avait complètement sous-estimées. Chapitre 2. Le secret de la fille. Douleur. Ce fut la première sensation de Malcolm alors qu'il reprit lentement conscience. Chaque souffle lui brûlait la poitrine et sa jambe gauche était pliée à un angle anormal. Mais il était vivant et, plus important encore, Annie aussi. Elle était allongée à côté de lui parmi les rochers, la respiration courte mais régulière. « Ne bouge pas », murmura Annie si doucement que Malcolm crut presque qu'il l'avait imaginé. « Continue à faire semblant. Votre femme ait pris des précautions. » Diana se pencha en avant, la voix basse et confidentielle. « J'ai parlé à d'autres détenus de la prison pour femmes. Votre femme a clamé son innocence depuis le début, affirmant que vous aviez tout orchestré. » Le rire de Malcolm était sincère. « Mademoiselle Pérez, avez-vous des enfants ? » Non, mais je ne vois pas en quoi cela est pertinent. C'est pertinent, car toute personne ayant des enfants comprendrait qu'un parent n'utilise pas sa fille de 15 ans comme appât dans un complot élaboré. Cette suggestion est non seulement ridicule, mais offensante. Diana consulta ses notes. Qu'en est-il des décès de Judith Britton et de Trevor Cox ? N'est-il pas commode que les deux complices de votre femme soient morts en détention avant d'avoir pu témoigner ? Pratique pour qui ? Demanda Malcolm. Justice a été rendue, indépendamment de leur mort. Ils allaient tous deux passer le reste de leur vie en prison de toute façon, mais leur mort a éliminé toute possibilité qu'ils révèlent des informations contredisant votre version des faits. Le regard de Malcolm devint froid. Mademoiselle Pérez, m'accusez-vous d'avoir organisé des meurtres dans deux prisons distinctes, dans des états différents ? Je n'accuse personne de quoi que ce soit. J'enquête simplement sur des incohérences. Malcolm se leva et se dirigea vers sa fenêtre, admirant la ville. Laissez-moi vous dire quelque chose, mademoiselle Pérez. Ma femme, la mère de mon enfant, a tenté de nous assassiner tous les deux pour l'argent de l'assurance. Elle prévoyait de faire accuser mes associés de détournement de fonds et de disparaître avec son amant pour profiter de notre argent volé. Il se retourna pour faire face aux journalistes. Cette femme a trahi tous ses vœux, trahi toute la confiance que j'avais placée en elle et était prête à assassiner sa propre fille pour un gain financier. Si vous voulez écrire un article sur les incohérences, commencez par essayer de comprendre comment quelqu'un devient aussi maléfique. Diana griffonnait des notes avec fureur. Mais ne pensez-vous pas que le public mérite de savoir s'il y a des questions sur le fait que le public sait tout ce qu'il a besoin de savoir, l'interrompit Malcolm. Une femme a tenté de commettre un meurtre pour de l'argent et a été arrêtée. Justice a été rendue. Fin de l'histoire. Et si je vous disais que j'ai des preuves suggérant que vous étiez en Oregon le jour de la mort de Judith Britton ? L'expression de Malcolm ne changea pas, mais intérieurement, il calculait rapidement. Diana était à la pêche, espérant provoquer une réaction qui confirmerait ses soupçons. Je dirais que vous devriez présenter ces preuves aux autorités compétentes, répondit calmement Malcolm. J'ai passé tout le week-end à pêcher avec des amis dans les îles San Juan, comme en témoignent des dizaines de photos et de témoignages. Les photos peuvent être manipulées. Les témoins peuvent être achetés. Malcolm retourna à son bureau et ouvrit un tiroir. Il en sortit un épais dossier et le plaça devant Diana. Voici les documents financiers de mon entreprise des 2 dernières années, dit-il. Chaque transaction, chaque paiement, chaque dépense. Si je payais pour des meurtres ou manipulais des preuves, la piste de l'argent serait là quelque part. Diana ouvrit le dossier et commença à feuilleter les documents. Malcolm vit son expression changer lorsqu'elle réalisa l'ampleur de ce qu'elle avait sous les yeux. Des milliers de pages de documents financiers détaillés dont l'analyse prendrait des semaines. Bien sûr, vous êtes libre de tout examiner, poursuivit Malcolm.
Je dois toutefois préciser que toute fausse accusation d'activité criminelle pourrait entraîner des poursuites en diffamation qui mettraient votre journal en faillite. Diana leva brusquement les yeux. Me menacez-vous? Je vous informe des conséquences potentielles de la publication d'allégations non fondées, dit Malcolm. J'ai une excellente équipe juridique et des ressources illimitées pour défendre ma réputation. La journaliste referma le dossier et se leva. Ce n'est pas fini, monsieur O. S'il y a quelque chose à trouver, je le trouverai. J'en suis sûr, répondit Malcolm aimablement. En attendant, je demanderai à mes avocats d'examiner tout ce que vous publierez pour garantir qu'ils respectent les normes journalistiques. Après le départ de Diana, Malcolm se rassit dans son fauteuil et examina la situation. La journaliste était tenace et intelligente, ce qui la rendait potentiellement dangereuse, mais elle cherchait aussi des preuves. Espérant construire un article sur des spéculations et des insinuations, le téléphone de Malcolm vibra, un SMS d'Annie lui parvint. Il vit la journaliste partir, tout va bien. Il répondit, un léger désagrément. Rien d'insurmontable. Mais en observant la ville, Malcolm comprit que Diana Perez représentait une menace d'un nouveau genre. Non pas quelqu'un qui cherchait à détruire sa famille pour de l'argent, mais quelqu'un qui cherchait à détruire sa réputation pour son avancement professionnel. Certains problèmes exigeaient des solutions différentes. Malcolm ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur le passé de Diana Perez. En 1 heure, il avait un profil complet. Divorce récent, difficultés financières, carrière en difficulté après l'échec d'une précédente enquête à cause de preuves fabriquées. Diana Perez cherchait désespérément un article qui restaurerait sa crédibilité, ce qui la rendait prête à prendre des risques qu'un journaliste plus expérimenté éviterait. Cela la rendait également vulnérable au type de pression que Malcolm avait l'habitude de faire. Il prit son téléphone et composa le numéro de Warren. « Nous avons un nouveau problème », dit Malcolm lorsque Warren répondit. « Un journaliste qui pose des questions gênantes. » « Solution légale ou illégale ?» demanda Warren sans hésiter. Malcolm sourit froidement. « Commençons par le juridique et voyons si elle est raisonnable. » À la fin de la semaine, Diana Perez découvrirait que son enquête lui avait coûté plus cher que prévu. Ses sources cesseraient de lui parler. Son rédacteur en chef se désintéresserait de l'histoire, et sa situation financière déjà précaire deviendrait intenable. Malcolm avait appris depuis longtemps que la plupart des problèmes pouvaient être résolus par une bonne combinaison de pression et d'incitation. Ce qui ne pouvait être raisonné. Eh bien, il découvrait généralement que la persévérance avait un prix qu'il n'était pas prêt à payer. Diana Perez était sur le point d'apprendre que certaines personnes étaient trop dangereuses pour faire l'objet d'une enquête, et Malcolm O était sans aucun doute l'une d'elles. Chapitre 9. Solution permanente. Diana Perez découvrit le premier problème lundi matin en arrivant au Seattle Times et en trouvant son rédacteur en chef, Maurice Sweeney, l'attendant à son bureau, l'air sombre. « Il faut qu'on parle », dit Maurice en désignant son bureau. Diana le suivit, sentant déjà que son enquête sur Malcolm O était bloquée. Maurice ferma la porte et s'assit lourdement derrière son bureau. « Je vais tuer l'histoire de O, dit-il sans préambule. Quoi? Pourquoi? Je commence tout juste la véritable enquête, car j'ai reçu un appel de notre service juridique ce matin. Apparemment, les avocats de Malcolm O ont déposé des documents préliminaires pour une action en diffamation si nous publions quoi que ce soit sans preuve concrète. Diana sentit son estomac se nouer. Ce ne sont que des recherches préliminaires. Je n'ai même pas encore écrit quoi que ce soit. Ces avocats ont également envoyé une liste d'erreurs factuelles dans vos questions préliminaires, ainsi que des preuves documentées qui contredisent plusieurs de vos hypothèses. Ils construisent un dossier selon lequel vous menez une enquête malveillante aux conclusions prédéterminées. Maurice glissa un épais dossier sur le bureau. Diana l'ouvrit et découvrit des documents financiers détaillés, des déclarations de témoins et des reconstitutions chronologiques qui démontaient systématiquement tous les angles qu'elle avait suivis. Comment ont-ils su sur quoi j'enquêtais? Demanda Diana. Probablement parce que vous avez interrogé des dizaines de personnes et laissé une trace écrite de plusieurs kilomètres, répondit sèchement Maurice. Diana, cet homme a survécu à une tentative de meurtre perpétrée par sa propre femme. Ce n'est pas un cerveau du crime. C'est une victime qui en a assez d'être. Harcelée par des conspirationnistes, Diana examina les documents, réalisant que Malcolm avait anticipé son enquête et préparé des contre-mesures pour chaque piste qu'elle pourrait explorer. C'était soit l'œuvre d'un innocent bénéficiant d'excellents conseils juridiques, soit celle d'un coupable doté d'un talent de planificateur hors pair.
Accordez-moi plus de temps, plaida-t-elle. Je sais qu'il y a quelque chose. Non, l'histoire est close. Passez à autre chose. Diana quitta le bureau de Maurice, vaincue, mais pas découragée. Si le Seattle Times refusait de publier son enquête, elle trouverait quelqu'un qui le ferait. C'était exactement le genre d'histoire qui pouvait relancer sa carrière si elle parvenait à prouver ses soupçons. Mais au cours des 3 jours suivants, Diana découvrit que ses problèmes allaient bien au-delà de la simple réticence d'un rédacteur en chef. Sa principale source à la prison pour femmes cessa de répondre à ses appels. Le médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie de Judith Britton déclara soudain ne pas pouvoir discuter de l'affaire. Même son contact à la police de Houston devint injoignable lorsqu'elle tenta de faire le point sur la mort de Trevor Cox. C'était comme si Malcolm O avait contacté Diana depuis Seattle et avait systématiquement détruit toutes ses pistes. Jeudi, le propriétaire de Diana l'a appelé pour l'informer que son bail ne serait pas renouvelé suite à des plaintes d'autres locataires. Sa compagnie d'assurance auto a résilié sa police après avoir prétendu avoir découvert des irrégularités dans sa demande. Sa banque a gelé son compte courant, le temps d'une enquête sur des transactions suspectes. Vendredi, Diana a compris qu'elle était attaquée de toutes parts simultanément. Quelqu'un aux ressources et aux relations considérables détruisait systématiquement sa vie, et elle n'avait aucun doute sur l'identité du responsable. Ce soir-là, Diana était assise dans son appartement, entourée de cartons, se préparant à déménager, trop cher pour elle, dans un appartement qu'elle n'avait pas encore trouvé. Sa carrière était au point mort, ses finances ruinées et son enquête complètement effondrée. Son téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. « Bonjour, mademoiselle Pérez. » La voix de Malcolm Assa était calme et agréable. « J'espère ne pas interrompre quoi que ce soit d'important. Comment avez-vous obtenu ce numéro ? Je pense que nous devrions nous rencontrer. Il y a des choses dont nous devons discuter. Je ne suis pas intéressé à vous parler. Je pense tu le es parce que tu risques actuellement l'expulsion, la ruine financière et la destruction totale de ta carrière. Je suis la seule personne capable de résoudre ces problèmes. » Diana sentit la glace se former dans son estomac. « Que dis-tu ? » « Je dis que la persévérance n'est pas toujours une vertu, mademoiselle Pérez. Parfois, c'est un défaut de caractère qui entraîne des conséquences fâcheuses. Me menaces-tu ? Je t'offre un choix. Retrouve-moi au marché de Pike Place demain midi ou continue à gérer seule les conséquences de ton enquête. » La ligne fut coupée. Diana fixa son téléphone, réalisant qu'elle avait affaire à quelqu'un de bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Malcolm O n'avait pas seulement anticipé son enquête. Il avait préparé une réponse exhaustive qui pourrait détruire sa vie si elle persistait. Mais reculer maintenant reviendrait à admettre que des personnes puissantes peuvent échapper à leurs responsabilités par l'intimidation et la pression. Tout ce que Diana croyait en la justice et la vérité était en jeu. Elle passa la nuit à faire des recherches plus approfondies sur le passé de Malcolm, cherchant le moindre angle qui pourrait lui donner un avantage lors de la confrontation de demain. Ce qu'elle découvrit, un homme avec une formation militaire, de vastes relations d'affaires et une volonté manifeste d'éliminer les menaces qui pèsent sur sa famille. Diana arriva au marché de Pike Place avec 15 minutes d'avance, choisissant une table dans l'aire de restauration animée où les témoins seraient nombreux. Elle avait également prévenu un collègue de la réunion, laissant des notes détaillées sur son enquête au cas où quelque chose lui arriverait. Malcolm apparut pile à midi, ressemblant à n'importe quel homme d'affaires prospère rencontrant un contact pour déjeuner. Il s'assit en face d'elle sans invitation, ses yeux gris la scrutant avec un détachement clinique. « Merci d'être venu, dit-il aimablement. J'espérais que nous pourrions résoudre cette situation à l'amiable. » « Je ne renonce pas à mon enquête, » dit Diana, essayant de paraître plus confiante qu'elle n'en ressentait. « Bien sûr que si, » répondit calmement Malcolm. « Parce que vous êtes assez intelligent pour reconnaître quand vous êtes surpassé. » Il sortit une enveloppe et la posa sur la table entre eux. Ceci contient un contrat pour un poste d'enquêteur senior dans un journal de Denver. Le salaire est le triple de ce que vous gagnez ici. Les avantages sont excellents, et ce travail est exactement le genre de journalisme que tu as toujours rêvé de faire. Diana fixa l'enveloppe sans la toucher. Tu essaies de m'acheter. Je t'offre un moyen de faire progresser ta carrière tout en évitant la destruction totale qui résulterait de ta poursuite. Et si je refuse, l'expression de Malcolm ne changea pas. Tu découvriras alors que tes problèmes financiers ne sont qu'un début. Ta réputation sera détruite par les révélations d'histoires inventées de ton passé. Tes références professionnelles deviendront mystérieusement inaccessibles.
Ta vie privée sera scrutée d'une manière que tu trouveras profondément désagréable. Diana frissonna en réalisant l'ampleur des menaces de Malcolm. Il ne parlait pas seulement de conséquences professionnelles. Il parlait de la destruction systématique de tous les aspects de sa vie. On ne peut pas faire disparaître les gens comme ça, disait-elle chaque semaine. Je ne fais pas disparaître les gens, mademoiselle Pérez. Je leur rends juste la vie si pénible qu'ils choisissent de disparaître d'eux-mêmes. Le sourire de Malcolm était froid. Accepte le poste à Denver. Écrivez des histoires importantes sur la corruption des entreprises et les scandales politiques. Construisez la carrière que vous avez toujours voulu. Faites-le quelque par ailleurs, enquêtant sur quelqu'un d'autre. Diana regarda l'enveloppe, sachant que le ramasser signifierait abandonner tout ce qu'elle croyait à la hausse des intimidateurs et à la recherche de vérité, quelles que soient les conséquences. Et la justice ? Demanda-t-elle tranquillement. La justice a été rendue, a répondu Malcolm. Ma femme a essayé de me tuer moi et ma fille. Elle est en prison à vie. Ses accomplis sont morts. Le système juridique a fonctionné exactement comme il était censé le faire. Mais si vous avez arrangé ces décès, si j'avais organisé ces décès, Malcolm a interrompu. Pensez-vous vraiment que je permets à un journaliste de se rapprocher suffisamment pour le prouver ? Pensez-vous que je serais assis ici à vous offrir un avancement de carrière au lieu d'assurer votre silence permanent ? L'implication suspendue dans l'air comme une menace enveloppée dans la logique. Malcolm était soit innocent, soit si dangereux que le confrontant était effectivement un suicide. Diana ramassa l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait en effet un contrat pour un poste de senior au Denver Post avec un bonus de signature qui résoudrait tous ses problèmes financiers immédiats. Il y a encore une chose, a déclaré Malcolm, atteignant sa veste. Diana s'est tendue, mais il a sorti une carte de visite simple. Ceci est le numéro pour mon avocat. Si jamais vous vous trouvez en difficulté juridique, en difficulté professionnelle ou en danger personnel, appelez-le. Il s'occupera de tout. Pourquoi voudriez-vous m'aider si je suis une menace pour vous ? Malcolm se leva, redressant sa veste. Parce que je ne vous considère pas comme une menace, mademoiselle Pérez. Vous êtes une femme intelligente qui a fait une erreur de jugement. Les gens intelligents apprennent de leurs erreurs et passent à de meilleures opportunités. Il s'arrêta au bord de la table. Mais si vous choisissez de poursuivre votre enquête, si vous publiez quelque chose sur ma famille en fonction de la spéculation et des insinuations, vous découvrirez ce que signifie être une menace réelle pour Malcolm O. Et je vous promets que vous ne survivrez pas à cette éducation. Diana le regarda s'éloigner, disparaissant dans la foule des touristes et des acheteurs comme s'il n'avait jamais été là du tout. Elle était assise seule avec le contrat et la carte de visite, réalisant qu'elle venait de donner le choix entre accepter la défaite et la destruction. 2 heures plus tard, Diana Pérez a appelé le Denver Post et a accepté la position. En une semaine, elle avait déménagé au Colorado et avait commencé à travailler sur des enquêtes qui lui remporteraient un prix Pulitzer 3 ans plus tard. Elle n'a jamais écrit un autre mot sur Malcolm O. Malcolm, quant à lui, est retourné à son bureau et à sa vie, a satisfait qu'une autre menace avait été neutralisée par une application appropriée de pression et d'incitation. Diana Pérez avait été assez intelligente pour reconnaître la force supérieure lorsqu'elle y est confrontée, ce qui signifiait qu'on pouvait faire confiance pour rester à l'écart de sa famille en permanence. Ce soir-là, Malcolm a récupéré Annie à l'école et l'a emmenée dîner dans leur restaurant préféré. À 17 ans, elle montrait déjà des signes de l'intelligence stratégique et du pragmatisme impitoyable qui la servirait bien dans la vie. Comment cela est-il passé avec le journaliste ? Demanda Annie au-dessus du dessert. Elle a accepté un poste à Denver, a répondu Malcolm. Je ne pense pas que nous en entendrons à nouveau parler. Bon. J'étais inquiet que nous puissions devoir reprendre créativité. Malcolm sourit à l'acceptation occasionnelle de leur méthode par sa fille. Annie a compris que certaines personnes ne pouvaient pas être raisonnées, on ne pouvait pas faire confiance et ne pouvait pas être autorisé à menacer leur sécurité familiale. Catherine avait essayé de les détruire et a tout perdu. Judith et Trevor avaient essayé de les tuer et avaient payé avec leur vie. Diana Pérez avait tenté de les exposer et avait été contrainte d'abandonner son enquête. Malcolm O a protégé ce qui était le sien avec une impitoyabilité absolue et aucun compromis. Ses ennemis ont appris cette leçon exactement une fois, et ceux qui survivent à l'éducation ne l'ont jamais oubliée. Annie hériterait un jour cet empire, ainsi que les connaissances et les compétences nécessaires pour la protéger de toutes les menaces.
Malcolm avait construit quelque chose qui durerait depuis des générations, défendu par des personnes qui comprenaient que la miséricorde était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Alors qu'il rentrait chez eux dans les rues de Seattle que Malcolm avait aidé à construire, il ressentait la profonde satisfaction d'un homme qui avait réalisé tout ce qu'il avait décidé d'accomplir. Sa famille était en sécurité, son entreprise était en plein essor et ses ennemis étaient morts ou neutralisés en permanence. Catherine passerait le reste de sa vie dans une cage en béton, sachant que sa trahison lui avait tout coûté tandis que ses victimes prévues prospéraient au-delà de son imagination la plus folle. Certaines personnes l'ont appelé se venger. Malcolm a qualifié cela la justice et la justice correctement appliquée était toujours permanente. C'est là que notre histoire touche à sa fin. D'être mort. Malcolm se força à rester immobile, luttant contre toute envie de vérifier l'état de sa fille, d'évaluer leurs blessures, de planifier leur fuite. Au lieu de cela, il resta immobile, écoutant les voix résonner depuis la falaise. Tu les vois? La voix de Judith, étranglée par l'anxiété. Elle ne bouge pas, répondit Catherine. Mon Dieu, il y a tellement de sang. Tu es sûr? Regarde comme la jambe de Malcolm est tordue. Et Annie, ce n'est qu'une enfant, Judith. Comment aurions-nous pu? Ne commence pas à culpabiliser maintenant, s'exclama Judith. C'était ton plan. Rappelle-toi la sortie. On a répété ça des centaines de fois. Malcolm ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'alpiniste. Catherine avait tout prévu. Sa femme, la mère de son enfant, avait délibérément tenté de les assassiner tous les deux. L'argent de l'assurance réglera tout, poursuivit Catherine, la voix plus ferme. 2 millions pour Malcolm, 1 pour Annie. Plus qu'assez pour disparaître avec Trevor. Trevor. Malcolm classait le nom. Une autre pièce du puzzle s'emboîtait. Et tu es sûr que personne ne se doutera de rien, demanda Judith. Qui remettrait en question un accident de randonnée? Malcolm prenait toujours des risques, repoussait toujours les limites. Tout le monde le sait. Et nous n'étions pas près d'eux quand ils sont tombés. Tu te souviens? Nous étions de retour sur le sentier à prendre des photos. Et le registre des randonneurs? Ils ne vont pas le vérifier? Je nous ai inscrits comme une famille de 3. Juste Malcolm, Annie et moi. Tu n'étais jamais là, tu te souviens? Tu étais au spa tout le week-end. Ton alibi est solide. L'esprit de Malcolm s'emballait malgré la douleur. Ils avaient tout planifié méticuleusement, brouillé les pistes, créé des alibis. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils n'avaient pas confirmé la mort de leur cible. Nous devrions appeler les secours maintenant, dit Catherine. Plus on attend, plus ça paraît suspect, non? La veuve en deuil découvre les corps. Très tragique. Leurs voix s'éteignirent tandis qu'ils s'éloignaient du bord de la falaise, sans doute pour s'établir ailleurs avant de découvrir l'accident. Malcolm attendit encore quelques minutes avant de risquer un murmure. Annie, es-tu gravement blessée? J'ai les bras cassés, je crois, et ma tête saigne, mais je peux bouger. Sa voix était posée, mature malgré ses 15 ans. Papa, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. Dis-moi. Maman te trompe, avec Trevor Cox. C'est l'ex-petite amie de Judith. Il prépare ça depuis des semaines, peut-être des mois. Je les ai entendus parler de l'argent de l'assurance, de recommencer quelque chose. Malcolm ressentit une rage comme il n'en avait jamais ressenti. Chaude, pure et absolument impitoyable. Depuis combien de temps le sais-tu? J'ai compris il y a environ 2 mois. Maman pensait que je dormais, mais je l'ai entendu au téléphone avec lui. Ils parlaient de leur amour, de leur impatience d'être ensemble sans avoir à se cacher. La voix d'Annie se brisa légèrement. Je voulais te le dire, mais j'avais peur. Je ne savais pas ce qui allait arriver à notre famille. Tu n'as rien fait de mal, dit Malcolm fermement. Ce n'est pas ta faute. Il y a plus. Trevor séjourne parfois chez Judith, mais maman le retrouve au Fairmont du centre-ville, chambre 412. Elle pense que je ne sais pas, mais je l'ai suivi une fois. Malcolm a catalogué ces informations. Son esprit analytique commençait déjà à élaborer des plans. Quoi d'autre? Ils n'allaient pas seulement prendre l'argent de l'assurance. Ils allaient aussi vider tes comptes professionnels. Maman a accès à tout grâce au trust familial. Trevor a fait des recherches sur les banques offshore sans traité d'extradition.
L'ampleur de leur trahison a frappé Malcolm comme un coup dur. Catherine n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait planifié de détruire tout ce qu'il avait construit, de lui voler l'œuvre de sa vie et de disparaître avec son amant, les laissant tous deux morts au flanc d'une montagne. « Papa, j'ai autre chose à te dire », continua Annie, la voix de plus en plus forte malgré la situation. J'ai enregistré certaines de leurs conversations sur mon téléphone. Je ne savais pas trop quoi en faire, mais je me suis dit qu'un jour, peut-être, tu aurais besoin de connaître la vérité. Le respect de Malcolm pour sa fille grandit de façon exponentielle. À 15 ans, elle avait fait preuve de plus de loyauté et d'intelligence que sa femme, après 12 ans de mariage. Où est ton téléphone maintenant? Dans mon sac à dos. Il aurait dû survivre à la chute. Il est dans une de ces valises robustes. Ils restèrent allongés en silence pendant plusieurs minutes, guettant le moindre signe de retour de Catherine et Judith. Une fois satisfait qu'ils soient seuls, Malcolm tourna prudemment la tête pour évaluer leur situation. Ils se trouvaient sur une étroite corniche, à environ 6 mètres du point de chute principal, caché par un surplomb rocheux. L'endroit n'était pas visible d'en haut, ce qui expliquait pourquoi Catherine et Judith les croyaient morts. L'expérience de Malcolm en construction se fit sentir tandis qu'il étudiait la paroi rocheuse. L'ascension serait difficile avec leurs blessures, mais pas impossible. Annie, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Nous allons survivre à ça, et quand nous y parviendrons, ta mère et ses complices paieront pour ce qu'ils ont fait. Mais j'ai besoin que tu sois forte, que tu suives mes instructions. Exactement. Êtes-vous capable de le faire? Oui, répondit-elle sans hésiter. Tant mieux, car ce que nous allons faire va exiger un timing parfait et un engagement absolu. Il n'y a pas de place pour la pitié ni pour le doute. Je comprends. Ils ont essayé de nous tuer, papa. Ils voulaient notre mort. Malcolm entendit la dureté dans la voix de sa fille et reconnut quelque chose de lui-même en elle. Catherine et Judith n'avaient aucune idée de ce qu'elles avaient déclenché. Ils pensaient avoir affaire à un homme d'affaires prospère, affaibli par la prospérité. Ils allaient apprendre que Malcolm avait survécu à l'Afghanistan, bâti un empire à partir de rien et possédait une capacité de vengeance impitoyable qu'ils n'imaginaient même pas. Commençons l'ascension, dit-il. Chapitre 3. La chasse commence. L'ascension dura 4 heures d'angoisse. La jambe cassée de Malcolm rendait chaque mouvement pénible, mais la discipline militaire et la rage pure le maintenaient en mouvement. Annie, malgré son bras cassé et sa commotion cérébrale, se montra remarquablement résiliente, suivant ses instructions murmurées sans se plaindre. Ils atteignirent le sommet juste au coucher du soleil, peignant les montagnes de nuances de rouge qui semblaient appropriées au projet de Malcolm. Ils entendaient des voix au loin, des équipes de recherche et de sauvetage que Catherine avait sans doute appelées des heures plus tôt, jouant son rôle d'épouse désemparée découvrant sa famille disparue. « On ne peut pas les laisser nous voir », murmura Malcolm. « Pas encore. D'abord, il faut qu'on retrouve ton téléphone et ses enregistrements. » Ils trouvèrent le sac à dos d'Annie coincé entre 2 rochers à 15 mètres de l'endroit où ils avaient atterri. Le téléphone était intact, protégé par son étui de protection militaire. Malcolm parcourut les fichiers audio qu'Annie avait collectés au cours des 2 derniers mois, la mâchoire serrée à chaque révélation. Catherine et Trevor discutaient du moment de l'accident. Judith recherchait les meilleurs sentiers de randonnée pour leurs besoins. Des conversations détaillées sur la façon dont ils allaient partager l'argent de l'assurance et disparaître dans un pays où l'extradition n'était pas autorisée. Le plus accablant, un enregistrement de Catherine disant à Trevor qu'elle n'avait de toute façon jamais aimé Malcolm, et qu'Annie n'était qu'un dommage collatéral pour obtenir ce qu'il méritait. « Papa, il y a autre chose, » dit Annie doucement. Dans ce dernier enregistrement, datant d'il y a 3 jours, écoute ce que maman dit de tes partenaires commerciaux. Malcolm écouta le fichier et sentit son sang se glacer. Catherine discutait de la façon de piéger Warren Shepard et Glenn Boyd, ses 2 associés les plus fidèles, pour détournement de fonds de l'entreprise. Elle et Trevor avaient déjà préparé de faux documents, introduit des preuves dans les ordinateurs de l'entreprise et planifié une enquête qui détruirait la vie des 2 hommes tout en dissimulant leurs propres traces. Warren et Glenn n'étaient pas seulement ses associés. C'étaient ses amis les plus proches. Warren avait servi à ses côtés en Afghanistan, et Glenn avait été sa première recrue lorsqu'il avait créé l'entreprise. Il ne s'agissait pas seulement de relations professionnelles. C'était une relation familiale. Depuis combien de temps est-ce planifié, demanda Malcolm, même s'il redoutait la réponse. D'après ce que je sais, au moins 6 mois, peut-être plus. Malcolm ferma les yeux,
luttant contre la rage qui menaçait de submerger son jugement. Catherine ne l'avait pas seulement trahi. Elle avait orchestré la destruction totale de tout et de tous ceux qui lui étaient chers. Mais son erreur fut de se croire plus intelligente que lui, de pouvoir manipuler la situation sans qu'il ne s'en aperçoive. Annie, j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je te dis. Nous allons utiliser leur plan contre eux, mais il exige une exécution parfaite. Ils descendirent prudemment la montagne, évitant les équipes de recherche en empruntant des pistes de gibier dont Malcolm se souvenait de ses jours de chasse avec Warren. À minuit, ils atteignirent le camion de Malcolm, caché dans une voie de service où il l'avait stratégiquement garé le matin même, prétextant vouloir emprunter un autre chemin pour gravir la montagne. Le trajet jusqu'à Seattle dura 3 heures, Malcolm luttant contre l'épuisement et la douleur tandis qu'Annie somnolait par intermittence sur le siège passager. Il en profita pour élaborer mentalement son plan, envisageant chaque angle, chaque complication possible. La première étape de Malcolm fut une clinique ouverte 24h24 à Tacoma, où un médecin qui lui devait des services ne posa aucune question pendant qu'il lui remettait la jambe et soignait les blessures d'Annie. L'argent changeait de main, et il ne resterait aucune trace de leur visite. À l'aube, il se trouvait dans une maison sécurisée que Malcolm gérait à South Seattle, une propriété achetée par l'une de ces sociétés écrans dont Catherine ignorait tout. C'était là qu'il menait ses affaires, exigeant une confidentialité absolue, équipé de matériel de surveillance, de communication sécurisée et d'autres outils datant de ses années les plus intéressantes. « Repose-toi, dit-il à Annie. À ton réveil, on commence la phase 1. » Mais le sommeil ne venait pas. Malcolm resta assis dans son bureau, entouré d'écrans diffusant les images des caméras qu'il avait secrètement installées des mois auparavant dans toute la maison. Il soupçonnait l'infidélité de Catherine et rassemblait des preuves, mais il n'avait jamais imaginé l'ampleur de sa trahison. Sur les écrans, il observait Catherine arpenter le salon, son téléphone collé à l'oreille. Même sans audio, son langage corporel criait culpabilité et anxiété. Judith était assise sur le canapé, enchaînant les cigarettes nerveusement, une habitude qu'elle prétendait avoir arrêtée depuis des années. Malcolm activa le flux audio et écouta la version de Catherine de ce qui était clairement une conversation avec Trevor. « Je t'avais dit qu'ils étaient morts. Les recherches ont trouvé du sang sur les rochers et la police traite l'affaire comme un tragique accident. Non, je joue parfaitement le rôle de la veuve dévastée. Judith est là pour me soutenir dans mon deuil. L'enquêteur des assurances ne sera pas un problème. Je prépare tout ça depuis des mois. » Souvenez-vous des sports extrêmes de Malcolm, de son comportement risqué. Tout le monde s'attend à ce genre de choses de sa part. Malcolm prenait des notes tandis que Catherine continuait de révéler les détails de leur complot. Trevor séjournait au Fairmont, comme Annie l'avait dit, mais il était enregistré sous le nom de Vincent Dodson. Ils avaient des billets d'avion pour quitter le pays dans 3 jours, prévoyant de disparaître avant que l'enquête ne soit trop approfondie. Mais le plus intéressant était la mention par Catherine d'un coffre-fort contenant des documents qui impliqueraient Warren et Glenn dans le détournement de fonds. Elle le gardait comme assurance, prévoyant de ne déclencher l'enquête qu'une fois Trevor et elle sortis sains et saufs du pays. Malcolm sourit pour la première fois depuis la falaise. Catherine pensait être maligne, mais elle venait de lui donner tout ce qu'il fallait pour la détruire complètement. Il activa un autre flux, celui-ci montrant la chambre d'hôtel de Trevor. L'homme était plus jeune que Malcolm ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec une silhouette de sportif qui suggérait plus de vanité que de force réelle. Trevor était sur son ordinateur portable, gérant probablement leur plan d'évasion, mais sa posture détendue suggérait qu'il croyait que tout se déroulait comme prévu. Le téléphone de Malcolm vibra, un SMS de l'inspecteur Lansing, l'enquêteur principal sur leur affaire. Lance était un autre camarade de guerre engagé dans les forces de l'ordre, et Malcolm l'avait discrètement contacté quelques heures auparavant. Les recherches étaient interrompues à cause des intempéries. Présumé mort. Catherine demandait des certificats de décès accélérés. Quelque chose clochait dans toute cette situation. Malcolm répondit, « Fais confiance à ton instinct. Je te recontacterai bientôt. » La première phase de son plan était simple. Laisser Catherine et Trevor croire qu'ils avaient réussi pendant qu'ils recueillaient des renseignements et préparaient son piège. Mais la deuxième phase nécessiterait des manipulations plus subtiles, et la troisième. La troisième phase serait absolument dévastatrice. Malcolm ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur le passé de Trevor Cox. Lorsqu'Annie se réveilla 12 heures plus tard, Malcolm avait établi le profil complet de l'homme qui avait comploté pour assassiner sa famille. Trevor Cox, 36 ans,
était un ancien courtier en bourse qui avait perdu sa licence il y a 3 ans pour délit d'initié. Depuis, il enchaînait les stratagèmes pour devenir riche, séduisant des femmes fortunées et vidant leurs comptes en banque avant de disparaître. Catherine n'était pas sa première cible. Elle était juste sa plus grosse proie. Papa. Annie apparut dans l'embrasure de la porte, plus en forme après le repos et les soins médicaux. Tu te sens plus fort? Beaucoup? Que as-tu trouvé? Malcolm retourna son ordinateur portable, lui montrant le véritable passé de Trevor. Ta mère pense avoir trouvé l'amour. En réalité, elle s'est associée à un escroc professionnel qui prévoit probablement de disparaître avec tout l'argent et de la laisser porter le sac. Annie étudia l'écran. Vas-tu lui dire? Le sourire de Malcolm finit par être glacial. Mais d'abord, nous allons les laisser exécuter leur plan exactement comme ils l'ont décrit. Et quand ils penseront avoir gagné, quand ils compteront leur argent et fêteront leur succès, c'est là que nous les détruirons tous. Que voulez-vous que je fasse? Malcolm regarda sa fille, âgée de 15 ans, mais déjà dotée d'une stratégie qui ferait d'elle une alliée redoutable. Catherine ignorait qu'en essayant d'éliminer Annie, elle avait perdu la seule chose qui aurait pu la sauver de la vengeance de Malcolm. Nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent, dit Malcolm. Et ça va leur coûter cher. Chapitre 4. Le piège. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'accident, et Catherine jouait son rôle à la perfection. Malcolm observait depuis sa planque sa femme recevoir un flot incessant de visiteurs lui présentant ses condoléances. Sa performance était si convaincante que même lui aurait pu se faire avoir s'il n'avait pas été plus avisé. Les funérailles étaient prévues pour la semaine suivante, en attendant la fin de l'enquête policière. Catherine avait insisté pour obtenir des certificats de décès accélérés, prétextant qu'elle avait besoin de tourner la page et qu'elle ne supportait pas l'incertitude. L'inspectrice Gwen avait temporisé, suivant les subtiles suggestions de Malcolm, mais ne pouvait plus tarder sans éveiller les soupçons. La surveillance de Malcolm révéla que Catherine et Trevor étaient de plus en plus anxieux. Leur plan initial prévoyait leur départ du pays quelques jours après l'accident, mais l'exigence d'une enquête approfondie par la compagnie d'assurance compliquait leur calendrier. Il faut qu'on déménage vite, dit Trevor lors d'un de ses appels nocturnes à Catherine. Malcolm avait réussi à mettre son téléphone sur écoute grâce au contact de Warren dans le secteur de la sécurité privée. Chaque jour que nous passons augmente le risque. L'enquêteur de l'assurance veut m'interroger à nouveau demain, répondit Catherine, la voix tendue par le stress. Si je pars maintenant, ça paraîtra suspect. Alors on s'en tient au plan. Tu donnes ton interview, tu joues la veuve endeuillée, et on part demain soir. Le transfert d'argent sera finalisé une fois arrivé aux îles Caïmans. Malcolm prit note de ce changement de calendrier. Trevor et Catherine prévoyaient de disparaître dans moins de 24 heures, ce qui obligeait Malcolm à accélérer ses propres plans. Annie, appela Théil à sa fille, qui surveillait les réseaux sociaux depuis leur ordinateur personnel. Comment avance notre autre projet? Annie sourit d'un air sombre. Judith n'arrêtait pas de publier des articles sur le soutien qu'elle apportait à Catherine dans son deuil. Des choses très touchantes, mais je suivais sa position grâce au GPS de son téléphone. Vous voulez deviner où elle était vraiment hier après-midi? À l'hôtel de Trevor. Exact. Elle y est restée 3 heures et, d'après les relevés de cartes de crédit que j'ai piratés, elle a acheté de la lingerie et du champagne hors de prix. Soit elle gère son deuil d'une manière très inhabituelle, soit elle fait la fête. Fini Malcolm. Bravo. Malcolm avait sous-estimé le rôle de Judith dans la conspiration. Il la prenait pour un pion, mais les preuves suggéraient qu'elle était une partenaire à part entière. Pire encore, elle partageait apparemment Trevor avec Catherine, bien qu'aucune des deux femmes ne semblait au courant de l'implication de l'autre avec lui. Trevor Cox jouait un jeu encore plus complexe que Malcolm ne l'avait imaginé. Papa, il y a autre chose. J'ai fouillé l'ordinateur de maman à distance. Elle fait des recherches sur les avocats spécialisés en divorce depuis des mois, en particulier ceux spécialisés dans la dissimulation de biens aux conjoints. Elle comptait tout prendre, même sans l'argent de l'assurance. Malcolm sentit sa mâchoire se serrer. La trahison de Catherine avait plusieurs facettes. Il en découvrait encore, chacune plus profonde et plus calculée que la précédente. Mais chaque révélation ne faisait que lui donner de nouvelles armes pour ce qui l'attendait. Montre-moi, dit-il. Annie consulta l'historique de navigation de Catherine, révélant des mois de recherche sur les banques offshore, les fiducies de protection des actifs et le droit international du divorce.
Elle avait même consulté 3 avocats différents sur les meilleures façons de dissimuler de l'argent à son conjoint pendant une procédure de divorce. Elle n'avait jamais prévu de partir comme ça, dit doucement Annie. Elle voulait te détruire complètement. Malcolm se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville. Quelque part, Catherine mettait la dernière main à ce qu'elle croyait être le crime parfait. Elle pensait avoir éliminé les 2 seules personnes susceptibles de la démasquer, volé l'œuvre de sa vie et s'être préparée à disparaître avec des millions de dollars. Elle ignorait que ses victimes étaient bel et bien en vie et qu'elles avaient passé les 3 derniers jours à préparer sa destruction. La phase 2 commence maintenant, dit Malcolm en se tournant vers Annie. J'ai besoin que tu passes quelques appels. Le premier appel est arrivé à Warren Shepard à 18h précise, alors que Malcolm savait qu'il finirait au bureau. Malcolm. La voix de Warren exprimait le choc et le soulagement. Bon sang, où es-tu, dit Catherine. Toi et Annie êtes tombés d'une falaise. Toute la ville en parle. Nous avons survécu. Malcolm dit simplement, Warren, j'ai besoin que tu écoutes. Attentivement. Catherine a tenté de nous assassiner. Elle a détourné des fonds de l'entreprise et compte bien vous piéger, vous et Glenn. Le silence s'est prolongé pendant près de 30 secondes avant que Warren ne reprenne la parole. Vous êtes sûr? J'ai des enregistrements, des relevés bancaires, tout. Elle prévoit de disparaître demain soir avec son amant et l'argent de notre assurance vie. La voix de Warren, ce fils de pute, se glaça. Que voulez-vous? Malcolm sourit. Warren avait été son sergent en Afghanistan, et sa réponse était exactement celle qu'il attendait. Aucune question sur les preuves ou la légalité. Juste une loyauté immédiate et une volonté d'agir. Accès au compte de l'entreprise. J'ai besoin de transférer de l'argent. Créer des traces écrites intéressantes. Et j'ai besoin que tu appelles Glenn. Nous allons avoir besoin de son expertise en informatique. Considérez cela comme fait. Autre chose? Oui. Demain soir, Catherine et Trevor prévoient d'accéder à notre coffre-fort commun à la First National. J'ai besoin que vous et Glenn soyez là quand ils. Parlons-nous d'une arrestation citoyenne, Malcolm? Le sourire de Malcolm devint prédateur. Nous parlons de justice, Warren. De justice permanente. Pendant que Malcolm coordonnait ses actions avec Warren, Annie passait ses propres appels. Le premier appel fut adressé au partenaire de l'inspecteur Nguyen, l'inspecteur John Kenny, qui enquêtait sur les précédentes escroqueries de Trevor dans 3 États différents. Inspecteur Kenny, ici Annie O. J'appelle au sujet de Trevor Cox, que vous traquez pour fraude boursière. Malcolm écoutait sa fille de 15 ans expliquer calmement la situation à un inspecteur chevronné, fournissant des preuves reliant Trevor à de multiples crimes fédéraux transfrontaliers. À la fin de son appel, Kenny promettait de se coordonner avec le FBI et d'envoyer des agents en poste dès demain soir. Le deuxième appel fut adressé à la sœur de Catherine, Lynn Lim, qui vivait à Portland et ignorait totalement l'implication de Judith dans le complot. Lynn, c'est Annie. Il faut que je vous dise quelque chose à propos de tante Judith. Tu ne vas pas le croire. Malcolm regardait avec une admiration croissante Annie détruire systématiquement les alibis et le réseau de soutien de Judith. Lynn était procureure fédérale et elle voyait d'un très mauvais œil les tentatives de meurtre. Elle avait promis que la police de l'État de l'Oregon viendrait chercher Judith dans l'heure. Le troisième appel était le plus important et Annie parvint directement à Catherine. Maman. La voix d'Annie était faible, effrayée, l'imitation parfaite d'une adolescente traumatisée. Maman, on est en vie. Papa et moi, on a survécu à la chute, mais on est blessé. On a besoin d'aide. Malcolm entendait la brusque inspiration de Catherine dans le téléphone, suivie d'un long silence qui en disait long. Oh mon Dieu, où es-tu? J'étais tellement inquiète. On est à la vieille cabane sur le mont Baker. Papa a vraiment mal à la jambe, et je pense qu'il a une commotion cérébrale. On a réussi à sortir du ravin, mais on a été bloqué par le mauvais temps. Tu peux venir nous chercher? Nouveau silence. Malcolm pouvait presque entendre l'esprit de Catherine s'emballer, essayant de comprendre comment son plan avait échoué et ce que cela signifiait pour son évasion. Bien sûr, ma chérie, je viens tout de suite. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Maman, n'emmène personne d'autre. Papa a dit qu'il avait dit des choses absurdes sur tante Judith. Je pense que sa blessure à la tête l'a rendu paranoïaque. Il pourrait ne faire confiance à personne d'autre pour le moment. Je comprends.
Je viendrai seul. Tiens bon. D'accord. Annie raccrocha et regarda son père. Elle va venir, mais elle va aussi amener Trevor. Impossible qu'elle fasse ce voyage sans renfort. C'est là-dessus que je compte, dit Malcolm. Ils pensent venir pour finir le travail. Au lieu de cela, ils tombent dans un piège qui va tout leur coûter. Le téléphone de Malcolm vibra, un SMS de Warren. L'argent a été transféré. Les pistes ont été établies. Glenn a verrouillé les systèmes informatiques. Les agents fédéraux sont informés et en position. Quel est le signal? Rétorqua Malcolm. Demain soir, lorsque Catherine et Trevor tenteront d'accéder au coffre-fort, ils découvriront que tout l'argent a disparu. C'est là qu'ils paniqueront et commettront des erreurs. Soyez prêts. Mais le coffre-fort n'était que le début. Malcolm avait passé 3 jours non seulement à rassembler des preuves, mais aussi à saboter activement chaque aspect du plan d'évasion de Catherine et Trevor. Leurs faux passeports avaient été signalés par la sécurité intérieure. Leurs comptes offshore avaient été gelés, en attendant l'enquête. Le jet privé qu'ils avaient affrété avait été immobilisé pour une maintenance de routine qui prendrait des semaines. Le temps que Catherine et Trevor réalisent à quel point ils avaient été déjoués, ils seraient poursuivis devant les tribunaux fédéraux dans 3 États avec des preuves si accablantes qu'aucun jury n'hésiterait à les condamner. Mais Malcolm n'en avait pas fini. Les conséquences juridiques n'étaient que l'entrée en matière. Le plat principal serait bien plus personnel et infiniment plus dévastateur. « Papa, dit Annie doucement. Tu es sûr de toi? À peu près tout. Malcolm regarda sa fille de 15 ans, mais comprenait déjà que certaines trahisons étaient impardonnables, que certains renonçaient à toute pitié en tentant d'assassiner des enfants. Ils ont essayé de nous tuer, Annie. Ils étaient prêts à assassiner une fille de 15 ans pour de l'argent. Ils prévoient de détruire la vie de Warren et Glenn pour brouiller les pistes. Ce genre de personnes ne mérite pas de seconde chance. Annie hocha lentement la tête. Que faisons-nous ensuite? Malcolm regarda sa montre. Catherine allait bientôt prendre la route pour le mont Baker, suivie sans doute de loin par Trevor. Ils avaient environ 6 heures avant l'affrontement final. 6 heures pour mettre les derniers éléments de son plan à exécution. Ensuite, nous irons au mont Baker. Malcolm dit, il est temps d'en finir. Chapitre 5. L'affrontement. La cabane minière abandonnée se trouvait sur une crête surplombant les contreforts des cascades, accessible uniquement par une route forestière dangereuse, sans entretien depuis des décennies. Malcolm l'avait choisi précisément parce qu'il était isolé, défendable et offrait de multiples issues de secours, que son entreprise de construction exigeait souvent des considérations tactiques, et que son expérience militaire s'était affinée. Malcolm et Annie arrivèrent au chalet juste après minuit, ce qui leur laissait plusieurs heures pour se préparer avant l'arrivée prévue de Catherine et Trevor. La jambe de Malcolm palpitait à chaque pas, mais l'adrénaline et la détermination le poussaient à avancer. « Souviens-toi, dit-il à Annie. Tandis qu'il vérifiait leur équipement. Reste caché, sauf en cas de problème. Ça va devenir dangereux, et j'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. Je comprends, mais papa, et s'il prévoyait vraiment de te tuer? Et si ce n'était plus seulement une question d'argent? Le sourire de Malcolm était sombre. Alors ils découvriront que je suis bien plus difficile à tuer qu'ils ne le pensent. Le chalet était le cadre idéal pour la confrontation. Assez isolé pour que les cris ne soient pas entendus. Assez isolé pour que ce qui se passerait ici reste ici. Malcolm avait passé des années en Afghanistan à apprendre à faire disparaître définitivement les problèmes. Et ses compétences n'étaient pas du genre à s'affaiblir avec le temps. Il avait placé des détecteurs de mouvement autour du périmètre et installé des caméras de vision nocturne pour surveiller toutes les approches. Si Catherine et Trevor remontaient, Malcolm le saurait bien avant qu'ils n'atteignent le chalet. À 4 heures du matin, les alarmes du périmètre se déclenchèrent. Malcolm consulta ses écrans et sourit froidement. Catherine et Trevor approchaient dans des véhicules séparés, comme il l'avait prédit. Catherine conduisait son SUV Lexus tandis que Trevor suivait dans une voiture de location, se tenant suffisamment en retrait pour éviter tout soupçon, mais suffisamment prêt pour apporter son soutien. Les 2 véhicules s'arrêtèrent au pied de la crête, leurs occupants hésitant sans doute à s'approcher. Malcolm activa la surveillance audio et écouta leur conversation radio. Les routes sont pires que prévu. La voix de Catherine grésillait dans les parasites. Ma voiture n'arrivera pas jusqu'en haut. La mienne non plus. Répondit Trevor.
Il faudra faire le dernier kilomètre à pied. Vous êtes sûr qu'ils sont vraiment là-haut? Annie appela depuis le téléphone fixe du chalet. Je vérifiai le numéro. Ils sont là. Et tu es sûr qu'ils ne se doutent de rien? Le rire de Catherine était glacial. Malcolm se croit si intelligent, mais il ne s'est jamais douté de rien. Après ce soir, tout sera fini. Malcolm sentit un calme familier l'envahir. Le même sentiment qu'il avait éprouvé avant chaque mission en Afghanistan. Catherine et Trevor étaient sur le point de découvrir que leur planification minutieuse ne valait rien face à des tactiques supérieures et à une impitoyabilité absolue. Il les observa à travers sa vision nocturne tandis qu'ils commençaient leur ascension de la crête, avançant lentement et silencieusement. Catherine portait un sac de randonnée qui semblait inhabituellement lourd, tandis que Trevor avait ce qui semblait être un étui à fusil en bandoulière. Donc, ils ne prévoyaient pas seulement de vérifier que Malcolm et Annie étaient morts. Ils arrivaient prêts à finir le travail si nécessaire. Annie, chuchota Malcolm dans sa radio. Ils sont armés et gravissent la crête. Trevor a un fusil. Catherine porte quelque chose de lourd. Cela confirme qu'ils sont là pour nous tuer. Bien reçu, répondit Annie depuis sa cachette dans les rochers au-dessus de la cabane. Je les surveille à travers la lunette. Tu veux que je te suive aussi? Négatif. Respecte le plan. Laisse-les venir à moi. Malcolm se positionna dans la pièce principale de la cabane, affalé contre le mur, le front couvert de faux sang, la jambe positionnée de manière à suggérer une fracture grave. Il contrôla sa respiration pour simuler l'inconscience tout en gardant ses armes à portée de main. Le poids lui parut interminable, mais il finit par entendre des pas sur le porche pourri de la cabane. La voix de Catherine résonna à travers les murs fins. Malcolm, Annie, c'est moi. Je suis là pour t'aider. La porte s'ouvrit en grinçant et Malcolm entendit Catherine halter. À travers ses yeux plissés, il la regarda approcher. Son visage était un masque d'inquiétude feinte qui ne cachait pas tout à fait la lueur prédatrice dans ses yeux. Oh mon Dieu, Malcolm, tu as une mine affreuse. Elle s'agenouilla près de lui, vérifiant son pouls à la gorge. Malcolm se força à rester parfaitement immobile tandis que ses doigts cherchaient des signes de vie. Est-il vivant? La voix de Trevor provenait de l'embrasure de la porte, où il se tenait, le fusil prêt. À peine. Son pouls est faible et sa blessure à la tête semble grave. Où est Annie? À l'étage, probablement cachée. Le pauvre enfant doit être terrifié. Malcolm sourit presque en voyant l'inquiétude sincère dans la voix de Catherine. Même maintenant, en train d'orchestrer son meurtre, elle jouait le rôle de la mère inquiète. On devrait juste en finir, demanda Trevor doucement. Catherine hésita un long moment. On devrait faire croire que c'est les blessures de la chute. Si jamais on retrouve les corps, il faut qu'ils soient morts de l'accident initial. Et la fille, pareil. Elle serait morte de froid, de choc. Personne ne le remettra en question. Malcolm en avait assez entendu. D'un mouvement fluide, il se releva et pointa son pistolet sur Catherine avant qu'elle ne puisse réagir. Le faux sang et le maquillage qui avaient simulé ses blessures se dispersèrent tandis qu'il se déplaçait avec la rapidité et la précision de son entraînement militaire. « Bonjour, Catherine, dit-il calmement. Merci d'être venue finir le travail. » Le visage de Catherine devint blanc, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un bruit. Derrière elle, Trevor levait son fusil, mais Malcolm était déjà en mouvement. « Je ne ferai pas ça, dit Malcolm en visant Trevor sans perdre Catherine de vue. Et il a un fusil de précision braqué sur toi depuis les rochers. Elle prend des cours de tir avec Warren depuis 1 an. Excellente adresse au tir. Trevor se figea, son fusil à mi-épaule. C'est mieux. Maintenant, lâche ton arme et lance-la vers moi. Trevor obéit, le visage crispé par la colère et la peur. Malcolm le voyait calculer les probabilités, chercher des angles, mais la situation tactique était désespérée. Asseyez-vous tous les deux. Nous avons des choses à discuter. Catherine retrouva la voix la première. Malcolm, je peux t'expliquer. Pas besoin. J'ai entendu ton explication il y a 3 jours, alors que tu te tenais sur cette falaise à te féliciter du meurtre parfait. Tu as essayé de tuer ta propre fille pour l'argent de l'assurance, Catherine. Aucune explication ne rend cela pardonnable. Tu ne comprends pas, dit Catherine d'un ton désespéré. Trevor et moi, on s'aime. On n'a jamais voulu que ça arrive, mais tu as vu une occasion de me voler le travail de toute une vie et de disparaître ensemble, termina Malcolm.
Je suis au courant du stratagème de détournement de fonds, Catherine. Je suis au courant de ton projet de piéger Warren et Glenn. Je suis au courant du passé de Trevor, qui séduisait des femmes riches et vidait leurs comptes en banque. Le regard de Catherine se posa sur Trevor avec une première pointe de suspicion. Oh, tu ne savais pas pour ses autres victimes. Poursuivit Malcolm. Trevor mène cette arnaque depuis des années. Tu es juste sa plus grosse proie, Catherine. Tu pensais vraiment qu'un ancien courtier en bourse de 36 ans était tombé amoureux d'une femme de 10 ans son aînée grâce à ta personnalité pétillante? Elle ment, dit Trevor rapidement. Mais Malcolm voyait le doute s'insinuer dans l'expression de Catherine. Demande-lui des nouvelles de Margaret Walsh à Denver, de Linda Chan à Phoenix ou de Sarah Martinez à Dallas. Toutes des femmes riches et plus âgées. Toutes ces disparitions mystérieuses après le vidage de leur compte bancaire. Catherine se tourna vers Trevor, et Malcolm vit le moment précis où elle comprit qu'elle s'était fait avoir. La dévastation dans ses yeux était presque satisfaisante. Trevor, murmura-t-elle. Le masque de Trevor finit par tomber, révélant le calcul froid qui se cachait sous ses yeux. Est-ce important? On est tous morts de toute façon. Malcolm ne laissera aucun d'entre nous sortir d'ici. Tu as raison, dit Malcolm. Mais tu as tort sur la raison. Ce n'est pas une question d'argent ni même de trahison. C'est une question de justice. La radio de Malcolm crépitait au son de la voix d'Annie. Papa, on a de la compagnie. 3 véhicules remontaient la route. On dirait des agents fédéraux. Par les fenêtres de la cabine, Malcolm pouvait voir les phares s'élever à flanc de montagne. L'inspectrice Gwen avait tenu ses promesses. Tu as appelé la police, demanda Catherine, l'espoir naissant dans sa voix. Mieux que ça, répondit Malcolm. J'ai appelé le FBI. Il s'avère que Trevor est recherché pour fraude boursière dans 3 États et que le complot en vue de commettre un meurtre est passible de poursuites fédérales lorsqu'il franchit les frontières d'un État. Le bruit des véhicules approchant s'intensifia et Malcolm entendit au loin le vrombissement caractéristique des rotors d'hélicoptères. Mais voilà, Catherine, continua Malcolm, sa voix se réduisant à un murmure. Le FBI va vous arrêter tous les deux. Vous serez jugé, reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Trevor sera probablement condamné à mort au Texas pour ce qu'il a fait à Sarah Martinez. Le visage de Catherine se décomposa sous le poids de la situation. Mais ce ne sont que les conséquences juridiques, poursuivit Malcolm. J'ai aussi détruit votre plan d'évasion financière. Les comptes offshore ont été gelés. Votre coffre-fort a été vidé. L'argent que vous avez détourné de mon entreprise vous a été restitué avec les intérêts. Tous les biens que vous avez tenté de cacher ont été retrouvés et saisis. Comment? Exigea Trevor. Je préparais ça depuis 3 jours, alors que vous me croyez mort. J'ai bénéficié de l'aide de personnes qui connaissent vraiment le sens de la loyauté. Le sourire de Malcolm était glacial. Warren et Glenn ont systématiquement démêlé chaque aspect de votre plan pendant que les enquêteurs fédéraux montaient un dossier solide contre vous. Des pas sur le porche annoncèrent l'arrivée du FBI. L'agent Dick Velasquez franchit la porte, suivi de l'inspecteur Enu et d'une équipe d'agents fédéraux. Monsieur O, l'agent Velasquez demanda solennellement, vous et votre fille êtes sains et saufs? Nous allons bien, agent Velasquez. Merci pour votre réponse rapide. Catherine O, Trevor Cox, vous êtes tous deux en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance, détournement de fonds et multiples chefs d'accusation fédéraux. L'agent commença à leur lire leurs droits tandis que les agents s'efforçaient de les maîtriser. Catherine regarda Malcolm une dernière fois, les larmes aux yeux. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin, murmura-t-elle. L'expression de Malcolm resta inchangée. Oui, tu l'as fait. Tu as planifié chaque détail. Tu étais prête à assassiner ta propre fille pour de l'argent. Il y a des limites à ne pas franchir, dit Catherine. Tandis que les agents emmenaient Catherine et Trevor, Malcolm sentit une main sur son épaule. Annie était sortie de sa cachette et se tenait à ses côtés, regardant leur mère disparaître dans la nuit. C'est fini, demanda-t-elle doucement. Malcolm regarda sa fille, âgée de 15 ans, mais déjà dotée d'une force et d'une intelligence qui lui seraient utiles dans la vie. Catherine avait perdu le droit de se considérer comme la mère d'Annie au moment où elle l'avait poussée du haut de la falaise. C'est fini, confirma-t-il. Ils ne feront plus jamais de mal à personne. Mais à cette phrase, Malcolm savait que les conséquences juridiques n'étaient qu'un début. Catherine et Trevor passeraient le reste de leur vie en prison.
Mais ce n'était pas suffisant. Loin de là. Certaines trahisons exigeaient des solutions plus durables. Chapitre 6. Le prix de la trahison. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Catherine et Trevor, et la machine judiciaire s'acheminait vers son inéluctable conclusion. Catherine avait plaidé coupable de complot en vue de commettre un meurtre en échange d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Trevor, quant à lui, luttait contre son extradition vers le Texas, où il risquait la peine de mort pour son rôle dans le meurtre de Sarah Martinez. Malcolm, debout dans le couloir du tribunal, observait par la fenêtre Catherine être emmenée, menottée, après son audience de détermination de la peine. Elle tenta de le regarder dans les yeux à plusieurs reprises pendant la procédure, mais Malcolm la regardait droit dans les yeux, comme si elle n'existait pas. Des regrets, demanda l'inspecteur Inguin en rejoignant Malcolm à la fenêtre. Aucun, répondit Malcolm sans hésiter. Annie apparut à ses côtés. Âgée de 16 ans, elle était plus mûre que son âge ne l'aurait exigé. Les événements de Mount Renee l'avaient changée, endurcie d'une manière que Malcolm regrettait sans pouvoir effacer. Le procureur avait dit que Trevor serait probablement condamné à mort au Texas, dit-elle doucement. Bien, dit simplement Malcolm. Ils sortirent ensemble du tribunal, croisant la ribambelle de journalistes qui suivaient l'affaire. Malcolm était devenu une sorte de célébrité locale, l'homme d'affaires qui avait survécu au complot d'assassinat de sa femme et l'avait traduite en justice. Les médias adoraient cette histoire de trahison et de vengeance, même s'ils n'en connaissaient pas la moitié. Warren et Glenn attendaient près du camion de Malcolm, tous deux semblant satisfaits du déroulement de la journée. Et maintenant, demanda Warren. L'entreprise marche mieux que jamais. Catherine est emprisonnée à perpétuité et Trevor va griller au Texas. Justice a été rendue. Affaire classée. Le sourire de Malcolm n'atteignit pas ses yeux. Pas tout à fait. Le trajet de retour au bureau de Malcolm dura 20 minutes, sans qu'aucun d'eux ne parle. Annie avait appris à lire les humeurs de son père et sentait que quelque chose d'important allait se produire. Le bureau de Malcolm occupait le dernier étage de l'immeuble de construction haut, avec des fenêtres à pleine hauteur offrant une vue panoramique sur Seattle. Malcolm se dirigea vers son bureau et en sortit un épais dossier qu'il préparait depuis des mois. Judith Britton, dit-il en posant la première série de photos sur la table de conférence. Il purge actuellement une peine de 5 ans à la prison d'État de l'Oregon pour complot en vue de commettre un meurtre. Prisonnière modèle en liberté conditionnelle dans 18 mois. Warren prit une des photos en étudiant la photo d'identité de Judith. Et elle? C'est elle qui a fait des recherches sur les sentiers de randonnée, qui a planifié la logistique de l'accident. Sans elle, Catherine n'aurait jamais pu réussir. La voix de Malcolm était calme. D'ailleurs, elle a aussi appelé depuis la prison un journaliste du Seattle Times, affirmant que j'avais tout mis en scène pour piéger Catherine. C'est ridicule, dit Glenn. Nous avons des enregistrements d'eux en train de planifier le meurtre. Bien sûr, c'est ridicule. Mais Judith a réussi à convaincre ce journaliste d'enquêter sur ma survie suspecte à l'accident de randonnée. L'article paraîtra la semaine prochaine. Malcolm sortit un autre dossier. Celui-ci est marqué au nom de Trevor. Trevor Cox a discuté avec des enquêteurs fédéraux pour tenter de conclure un accord. Il prétend que je suis impliqué dans du blanchiment d'argent par le biais de mon entreprise de construction. Que tout cela n'était qu'une fraude à l'assurance élaborée qui a mal tourné. Peuvent-ils prouver quoi que ce soit? De ça, demanda Warren. Bien sûr que non. Mais ils n'ont pas besoin de le prouver. Il leur suffit de semer le doute pour réduire la peine de Trevor et détruire ma réputation au passage. Annie leva les yeux des documents qu'elle lisait. Ils essaient toujours de nous nuire, même depuis la prison. Exactement. Certaines personnes n'apprennent jamais à accepter la défaite. Malcolm s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville qu'il avait contribué à bâtir. C'est pourquoi j'ai décidé de leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Le silence se fit lorsque Malcolm comprit ce que voulait dire Malcolm. Malcolm, dit Warren prudemment. Qu'est-ce que tu prépares exactement? Malcolm se retourna vers eux, l'air froid et déterminé. Je compte résoudre tous nos problèmes définitivement. Il sortit un plan détaillé de la prison d'État de l'Oregon, avec les rotations des gardes, l'emplacement des caméras et les protocoles de sécurité. Judith est en sécurité minimale car son crime était non violent. Elle a accès à la bibliothèque, à l'atelier et à la cour d'exercice, toutes des zones sous surveillance limitée. Jésus, Malcolm, Glenn, tu parles de meurtre.
Je parle de justice, corrigea Malcolm. Judith a essayé de tuer ma fille. Elle n'a montré aucun remords, n'a assumé aucune responsabilité, et maintenant elle essaie activement de détruire ce qui reste de nos vies. Certains problèmes n'ont pas de solution juridique. Annie étudiait les plans de la prison avec un détachement clinique. Et Trevor? Malcolm sourit froidement et sortit une autre série de documents. Trevor est détenu à la prison du comté de Harris, à Houston, en attendant son procès. Sécurité bien plus élevée, mais aussi niveau de violence bien plus élevé. Les détenus qui s'en prennent aux enfants ne vivent généralement pas très longtemps dans les prisons du Texas. Tu as déjà arrangé quelque chose, dit Warren en lisant l'expression de Malcolm. J'ai fait quelques recherches auprès d'anciens contacts. Trevor Cox aura un accident dans la semaine qui vient. Quelque chose impliquant d'autres détenus qui n'apprécient pas les tueurs d'enfants. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Malcolm observait ses partenaires et sa fille assimiler ce qu'il leur disait, attendant de voir qui s'y opposerait. Qui pourrait tenter de l'arrêter? Que attends-tu de nous? Demanda finalement Warren. Malcolm ressentit une bouffée de satisfaction. Warren comprenait que certaines trahisons étaient impardonnables, que la justice était parfois insuffisante. J'ai besoin d'alibi, dit Malcolm. Le week-end prochain, nous serons tous dans ton chalet des 100 ans à pêcher, boire et passer un bon moment. Plein de témoins, plein de photos, complètement innocents. Pendant que tu es en Oregon, dit Glenn, compréhensif. Pendant que je résous notre problème avec Judith, oui, Annie leva les yeux des documents. Je veux aider. Absolument pas, dit Malcolm fermement. Tu en as assez souffert. C'est quelque chose que je dois faire seul. Elle a essayé de me tuer aussi, papa. J'ai autant droit à la justice que toi. Malcolm observa le visage de sa fille, y voyant la même détermination froide qui animait ses propres décisions. Annie avait beaucoup grandi ces 6 derniers mois. Et peut-être était-il temps d'arrêter de la protéger de la réalité de leur situation. Que proposez-vous? Demanda-t-il. Je peux entrer en prison plus facilement que vous. Les filles de 16 ans ne déclenchent pas les mêmes alertes de sécurité que les hommes de 42 ans. Je suis bénévole au refuge pour animaux. Je pourrais organiser un programme où l'on amènerait des chiens de thérapie en prison. Une couverture parfaite. Malcolm y réfléchit. C'était risqué, mais Annie avait raison. Elle pourrait se déplacer dans la prison avec beaucoup moins de surveillance que lui. Et que se passe-t-il quand on est seul avec Judith? Le sourire d'Annie était aussi froid que celui de son père. Les accidents sont monnaie courante en prison. Crise cardiaque, réactions allergiques, chutes dans les escaliers, surtout pour les détenus qui reçoivent des lettres de menaces de la part des familles des victimes. Malcolm haussa un sourcil. Quelle lettre de menace? Celle que j'envoie depuis des adresses anonymes depuis 3 mois. Judith s'en plaint au directeur, prétextant craindre pour sa vie. Quand elle mourra, tout le monde supposera qu'il s'agissait de représailles de la part d'une des victimes de Catherine. Malcolm ressentit une vague de fierté devant la stratégie de sa fille. Annie planifiait cette opération depuis des mois, tout comme lui. Warren, Glenn, dit Malcolm en se tournant vers ses partenaires. Êtes-vous partant ou non? Parce qu'une fois cette ligne franchie, il n'y a plus de retour en arrière. Warren se leva et tendit la main. Catherine a tenté de nous détruire tous. Elle a renoncé à tout droit à la clémence en poussant Annie du haut de la falaise. Glenn hocha la tête et serra également la main de Malcolm. Je suis partant. Mais nous le faisons intelligemment, proprement et définitivement. Malcolm regarda autour de lui les 3 personnes qui comptaient le plus pour lui. Sa fille, son amie. La plus proche et sa partenaire la plus fidèle. Elle comprenait ce qu'il fallait faire et était prête à le faire. Alors finissons en, dit Malcolm. De l'autre côté des fenêtres du bureau, Seattle scintillait sous le soleil de l'après-midi, la ville que Malcolm avait contribué à bâtir et qu'il continuerait de protéger. Catherine et Trevor avaient commis l'erreur de croire qu'ils pouvaient détruire tout ce qui lui était cher et s'en aller. Ils allaient apprendre que Malcolm ne pardonnait jamais, n'oubliait jamais et ne laissait jamais de dettes impayées. Chapitre 7. Justice parfaite. La prison d'État de l'Oregon se dressait tel un monument de béton dédié à l'échec humain dans les collines vallonnées près de Salem. Malcolm l'observait aux jumelles depuis une crête à 800 mètres de là, chronométrant les rotations des gardes et étudiant les schémas de circulation qu'Annie allait devoir emprunter. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur rencontre dans son bureau, et chaque détail de leur plan avait été répété à la perfection.
Le programme de bénévolat d'Annie avait été approuvé. Elle amènerait des chiens de thérapie à la prison tous les mardis pendant le mois suivant, leur offrant ainsi de multiples occasions d'accomplir leur mission. Warren et Glenn étaient déjà au chalet des San Juan, établissant leur alibi et prenant des photos qui prouveraient la présence de Malcolm pendant cette période critique. La photographie numérique moderne facilitait la manipulation des horodatages et des métadonnées, créant ainsi une preuve irréfutable que Malcolm se trouvait à des centaines de kilomètres de là lorsque Judith était entrée en collision. Vérification radio. La voix d'Annie grésillait dans son oreillette. Compris. Vous pouvez continuer. Malcolm observa Annie vint s'approcher des portes de la prison à travers sa lunette. Elle avait tout d'une jeune bénévole dévouée. Apparence soignée, documents en règle, un enthousiasme sincère pour son travail avec les animaux. Les gardes à l'entrée jetèrent à peine un coup d'œil à ses papiers avant de lui faire signe de passer. À l'intérieur du fourgon se trouvaient 3 Golden Retrievers du refuge pour animaux. Tous des animaux de thérapie certifiés au tempérament impeccable. Les chiens offraient une couverture parfaite à la véritable mission d'Annie tout en remplissant un objectif thérapeutique légitime pour les détenus. Je suis à l'intérieur du périmètre, annonça Annie. Passage de sécurité en cours. Malcolm avait étudié minutieusement les protocoles de sécurité de la prison. Les bénévoles passaient par des détecteurs de métaux et des fouilles de base, mais le processus était routinier et relativement détendu pour des programmes établis. Les qualifications bénévoles d'Annie avaient été vérifiées des semaines auparavant, et elle avait déjà effectué 3 visites réussies sans incident. Les chiens ont passé le contrôle de sécurité. Annie se présenta 15 minutes plus tard, se dirigeant vers l'espace commun pour la première séance. Malcolm regarda sa montre. L'emploi du temps de Judith indiquait qu'elle travaillerait à la bibliothèque de la prison jusqu'à 14 heures, puis aurait du temps libre jusqu'au dîner. La bibliothèque se trouvait sur le trajet entre l'espace commun et l'atelier où Annie emmènerait les chiens pour leur deuxième séance. Target devrait se déplacer pour intercepter votre itinéraire dans environ 10 minutes, conseilla Malcolm. Bien reçu. Début de la deuxième phase. Malcolm avait passé des semaines à étudier le comportement de Judith grâce à ses contacts au sein du système pénitentiaire. Elle était prévisible, routinière et de plus en plus paranoïaque face aux lettres de menaces qui arrivaient régulièrement. Les gardiens avaient pris ses inquiétudes pour de l'anxiété typique des prisonnières, ce qui faisait d'elle la cible idéale. Contact, rapporta Annie. Elle s'approche de la bibliothèque en transe. Dans son oreillette, Malcolm entendait le bruit ambiant de la prison. Conversation, pas, le cliquetis des laisses du chien de thérapie. Annie avançait dans le couloir avec ses compagnons canins, se dirigeant ostensiblement d'une séance à l'autre. Excusez-moi, entendit Malcolm dire Annie d'une voix parfaitement innocente. N'êtes-vous pas Judith Britton ? Je travaille sur un projet scolaire sur le système judiciaire et j'espérais interviewer des détenus au sujet des programmes de réinsertion. Je ne parle pas aux journalistes. La voix de Judith était sèche, méfiante. Oh, je ne suis pas journaliste. Je suis juste une lycéenne. Je m'appelle Jenny Walsh. Je suis bénévole ici pour le programme de chiens de thérapie. Malcolm sourit en voyant Annie utiliser son pseudonyme. Jenny Walsh était la fille fictive de Margaret Walsh, l'une des précédentes victimes de Trevor. Si Judith faisait le lien, cela ne ferait que renforcer sa paranoïa à l'idée d'être la cible d'une vengeance. Quel genre de projet ? Demanda Judith, le ton s'adoucissant légèrement. J'écris sur la façon dont les gens changent en prison, sur la façon dont ils trouvent la rédemption. J'ai pensé que votre histoire pourrait être particulièrement intéressante en raison de l'attention médiatique que votre cas a reçue. Malcolm entendit des pas tandis que la conversation se déplaçait, probablement vers un lieu plus privé. Je suppose que je pourrais m'accorder quelques minutes, dit Judith. Mais pas ici, dans le couloir. Il y a une salle d'études calme dans la bibliothèque. Ce serait parfait, répondit Annie. Le rythme cardiaque de Malcolm s'accéléra tandis qu'Annie prenait position. La salle d'études mentionnée par Judith était isolée, avec une couverture vidéo limitée et une circulation piétonnière minimale. C'était l'endroit idéal pour la suite des événements. On est en position, annonça Annie d'une voix douce. Malcolm entendit le bruit d'une porte qui se fermait, puis le froissement de papier, tandis qu'Annie se préparait vraisemblablement pour son faux entretien. Alors, dit Annie d'un ton clair, pourquoi ne pas commencer par me raconter la randonnée où vous avez tenté de nous assassiner, mon père et moi. Le silence s'éternisa quelques secondes avant que Judith ne prenne la parole, la voix emplie de stupeur et de peur. Tu es la fille de Malcolm. Comment es-tu arrivée ici ?
Comment as-tu fait? C'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec une bonne planification, dit Annie d'une voix froide comme l'hiver. Quelque chose que ma mère et toi n'avez jamais vraiment maîtrisé. Écoute, je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé, dit Judith avec désespoir. C'était l'idée de Catherine, tout ça. J'y suis allé parce que c'est ma sœur. Tu as fait des recherches sur les sentiers. Tu as planifié la logistique. Tu as aidé à choisir l'endroit où tu pensais qu'on allait mourir. La voix d'Annie était posée. Tu as tenté d'assassiner une adolescente de 15 ans pour l'argent. Je témoignerai contre Catherine, proposa Judith avec frénésie. Je leur dirai tout ce qu'elle a planifié. On peut trouver un marché. Il n'y a pas de marché. Annie la coupa. Pas de marchandage, pas de plaidoyer, pas de seconde chance. Tu as essayé de me tuer, et maintenant tu vas en payer le prix. Malcolm entendit une inspiration brusque. Puis le bruit d'une lutte. Il regarda sa montre. Ils avaient peut-être 5 minutes avant que quelqu'un ne remarque l'absence prolongée de la séance de thérapie canine. Sécurité à la bibliothèque. Une voix annonça dans le système de sonorisation de la prison. Urgence médicale en salle d'étude 3. Malcolm sentit son sang se glacer. Quelque chose s'était mal passé. Annie, au rapport, dit-il d'un ton pressant dans sa radio. Aucune réponse. À travers son télescope, Malcolm vit les véhicules de secours se précipiter vers l'entrée de la prison. Sa fille était à l'intérieur de ses murs, peut-être compromise, et il était impuissant à lui venir en aide. Annie, si tu ne m'entends pas, abandonne la mission et sors immédiatement, transmit-il. Son écouteur crépita. Mission accomplie. La voix d'Annie était calme et professionnelle. Cible neutralisée. Commençant l'extraction, Malcolm ressentit un élan de soulagement et de fierté. Sa fille de 16 ans venait d'éliminer une menace majeure pour leur famille et maintenait une sécurité opérationnelle parfaite tout en le faisant. « Quel est ton état ?» demanda-t-il. Judith souffrait d'une grave réaction allergique à quelque chose dans la salle d'études. Probablement les résidus d'arachide sur l'un des chiens de thérapie. Les services alimentaires de la prison confirmeront qu'elle souffrait d'une allergie aux noix avérée. Accident tragique. Malcolm sourit froidement. Ils avaient examiné minutieusement le dossier médical de Judith, sachant que sa grave allergie aux arachides pouvait être déclenchée par des traces infimes de cet allergène. Annie s'était simplement assurée que l'un des chiens de thérapie avait suffisamment de résidus d'arachide sur sa fourrure pour provoquer une réaction fatale lorsque Judith le caressait. Les secours tentent une réanimation, poursuivit Annie. Mais elle est privée d'oxygène depuis au moins 4 minutes. Même s'il la réanime, les lésions cérébrales seront graves. Voie d'extraction dégagée. J'exprime le choc et l'inquiétude légitime face à ce tragique accident. Les autres bénévoles me réconfortent pendant que les gardes sécurisent les lieux. Malcolm a observé Annie sortir de la prison avec les autres bénévoles à travers son télescope. Son visage exprimait exactement la détresse qu'il fallait pour quelqu'un qui avait été témoin d'une urgence médicale. Elle jouait parfaitement son rôle, veillant à ce que personne ne soupçonne son implication dans la mort de Judith. Le colis a été livré. Annie s'est présentée une fois sortie de prison, cible éliminée. Aucune complication. Malcolm a ressenti une bouffée de satisfaction. Judith Britton ne menacerait plus jamais sa famille. Ne répandrait plus jamais de mensonges sur leur survie. Ne verrait plus jamais l'extérieur d'une prison, car elle ne survivrait jamais à la réaction allergique qui lui coûterait la vie dans l'heure. Excellent travail, a dit Malcolm à sa fille. Rentre à la maison. Alors qu'Annie quittait la prison, le téléphone de Malcolm a vibré, un SMS de son contact à Houston lui a été envoyé. Le message était bref mais satisfaisant. Trevor Cox avait été retrouvé mort dans sa cellule ce matin. Apparemment, suicide par pendaison. Malcolm sourit froidement en rangeant son matériel de surveillance. Trevor Cox ne s'était pas suicidé. Il avait été assassiné par des détenus payés pour que les tueurs d'enfants soient traduits en justice. Mais la cause officielle du décès épargnerait à tout le monde les complications d'un procès. Catherine était seule désormais, abandonnée en prison, sans alliés, sans espoir d'appel et sans possibilité de libération conditionnelle. Elle passerait le reste de sa vie à savoir que sa sœur et amante étaient mortes à cause du plan qu'elle avait ourdi, de la trahison qu'elle avait orchestrée. Malcolm retourna vers Seattle tandis que le soleil se couchait derrière les cascades, teintant le ciel de nuances de rouge qui semblaient appropriées à la justice qu'il avait rendue.
Catherine avait tenté de détruire sa famille, de lui voler l'œuvre de sa vie et de faire accuser ses amis les plus proches de crimes qu'il n'avait pas commis. Au lieu de cela, elle avait tout perdu et tous ceux qui lui étaient chers. Alors que la famille et l'entreprise de Malcolm se renforçaient plus que jamais, certains appelaient cela de la vengeance. Malcolm appelait cela de la justice. Et une justice bien appliquée était toujours permanente. Chapitre 8. La dernière leçon. 1 an s'était écoulé depuis la mort de Judith et Trevor, et la vie de Malcolm avait pris un nouveau rythme de réussite et de satisfaction. Le secteur de la construction de haut s'était étendu à 3 nouveaux États. Annie prospérait en première année de lycée, et Catherine restait exactement là où elle devait être, enfermée dans une cage de béton pour le reste de sa vie. Malcolm était dans son bureau, examinant les rapports trimestriels, lorsque son assistant frappa à la porte. « Monsieur O, il y a une journaliste du Seattle Times. Elle dit que c'est au sujet de l'affaire de votre femme. » Malcolm leva immédiatement les yeux, alerte. L'attention des médias s'était atténuée depuis des mois, et il avait cru que l'affaire était terminée. « Faites-la entrer. » La femme qui entra était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être la trentaine, avec l'attitude agressive d'une journaliste d'investigation pensant avoir trouvé quelque chose d'important. « Monsieur O, je suis Diana Perez du Seattle Times. J'ai enquêté sur certaines incohérences dans le dossier de votre femme et j'espérais que vous pourriez clarifier certains points. » Malcolm désigna une chaise en face de son bureau. « Bien sûr, je pensais que tout était réglé depuis des mois. » Diana sortit un enregistreur numérique et un bloc-notes. « J'ai examiné les preuves, et certains détails ne concordent pas. Par exemple, votre survie à la chute semble remarquablement heureuse compte tenu de l'altitude et du terrain. » « Le hasard n'y est pour rien, » répondit calmement Malcolm. « L'entraînement militaire et l'expérience dans la construction m'ont appris à évaluer les situations dangereuses et à réagir en conséquence. Mais vous et votre fille avez subi remarquablement peu de blessures pour une chute aussi grave. Les rapports médicaux font état d'une jambe cassée, de quelques coupures et contusions, mais rien de mortel. » L'expression de Malcolm resta inchangée. « Insinuez-vous que ma fille et moi n'avons pas été vraiment blessés ? Je suggère que la chute n'était peut-être pas aussi grave qu'on le croit. Peut-être avez-vous soupçonné le plan de